Bonjour Fadia Ahmad, Bonjour Nanette, vous allez bien? très bien et vous? Très très bien, merci. Fadia Ahmad, si on a entendu deux titres, pardon, qui parlaient de Beyrouth, c'est tout simplement parce que votre exposition s'intitule Beyrouth. Beyrouth en français, Beyrouth en anglais, Beyrouth. Exactement. Alors c'est évidemment une ode à cette ville qui est la vôtre, mais pas tout à fait et en même temps, parce que vous n'êtes pas né à Beyrouth, vous êtes né en Espagne en 1975, au début de la guerre. Donc cette guerre, vous ne l'avez pas tout à fait connue. Vous êtes venu apprivoiser cette ville et poser vos empreintes, une manière de se l'approprier bien plus tard. Mais on va revenir un tout petit peu sur l'histoire de votre parcours. Vous avez quand même fait vos études supérieures au Liban, à l'IESAV, donc des études d'audiovisuel, et vous vous êtes consacré à la photo. C'est une exposition de photographie à Beit Beyrouth qu'on verra jusqu'au 20 octobre, une exposition qui parle de cette ville dans tous ses recoins. Vous avez suivi un sentier de 10 452 mètres, évidemment, qui rappelle les 10 452 kilomètres qui constituent notre pays. Et vous avez voulu cette symbolique très très forte parce que, effectivement, dans ces photos qu'on voit à Beit Beyrouth, il y a tout Beyrouth. Il y a le Beyrouth loisir, il y a le Beyrouth douleur, il y a le Beyrouth blessure, il y a le Beyrouth bonheur, il y a tout le Beyrouth, mais à travers vos yeux. Et quand je dis vos yeux, c'est pas votre lentille, non, c'est vos yeux, parce que vous les avez colorés comme vous les imaginiez vous. Alors qu'est-ce que c'est Beyrouth pour vous, pour commencer, Fadia Ahmad? Alors Nanette, d'abord je vous remercie pour cette belle introduction. Beyrouth, c'est quelque chose de très 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 fort pour moi. C'est une émotion extraordinaire. J'ai vécu toute ma vie avec cette utopie qu'était Beyrouth. Toute petite, j'ai toujours rêvé Beyrouth, j'ai toujours voulu Beyrouth et je ne l'ai jamais eu malheureusement dû aux circonstances de la guerre. Ah, qu'est-ce qui fait que vous étiez si proche de cette ville tout en ne l'ayant pas connue? Est-ce que vos parents étaient dans la transmission, dans le dialogue continu Tout à fait. concernant vos racines? Tout à fait. Vous l'avez très bien décrit. C'était à travers mes parents, l'amour qu'ils avaient pour Beyrouth, pour le Liban, la douleur qu'était d'être pas là. Parce que j'imagine que chaque personne qui n'a pas vécu la guerre et qui est quand même, qui fait partie de ses racines, qu'est le Liban et Beyrouth, quelque part s'est senti coupable de ne pas être là parmi les siens, même si c'était des moments très difficiles, très douloureux, là où on a beaucoup perdu de vie en vain. Et donc, quand je suis rentrée en 1991, cette utopie que j'avais de Beyrouth était devenue enfin réelle. Mhm. J'ai pensé qu'en fin de compte, j'allais rentrer chez moi, que j'allais être parmi les miens et vu les circonstances, vu que c'était la fin de la guerre, le début d'une reconstruction, que ce soit de la ville et de chaque être humain qui a participé malgré lui à cette guerre. Moi, pleine d'espoir, naïve, parce que j'étais très jeune quand même, avec toutes ces histoires que j'ai eues de mon enfance et tous ces échos que j'ai eus de mes parents, je croyais que c'était comme une fable. Mhm. Et en fin de compte, je suis rentrée, j'ai fait face à des gens meurtris. J'ai fait face à des gens qui avaient mal, qui sortaient de cette guerre atroce. Et aussi, j'ai vécu quand même la partition parce que là, je n'étais pas au courant et c'est là où je dis que j'étais jeune et j'étais naïve. On m'avait toujours donné une image utopique de Beyrouth. Ce n'était pas vraiment la réalité. Et donc, j'ai été confrontée à des questions comme de quelle région tu proviens, quel parti politique tu soutiens, quelle est ta religion. Et c'est des questions qui m'ont beaucoup choquée, beaucoup frappée, parce que je n'ai pas vécu dans cette guerre qui était là durant toutes ces années.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai entrepris mes études, comme vous l'avez dit, de cinéma à l'IESAV, à l'USJ. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis marginalisée, que j'ai fait en sorte de suivre un parcours d'amour, de tolérance, malgré le fait que ce n'était pas obligatoirement toujours vrai. Et avec les années, avec l'âge, avec la maturité, j'arrive aujourd'hui à l'aboutissement de cette réconciliation avec mes racines, de cet amour fou que j'ai pour Beyrouth. Et j'ai voulu l'exprimer à travers cette exposition qui s'appelle Beyrouth, Beyrouth. Alors moi j'ai envie de vous interroger sur un terme que vous venez d'utiliser et qui est cette réconciliation. Quel cheminement avez-vous fait pour cette réconciliation ? Qui n'est pas si évidente, parce que finalement, Beyrouth, c'est le Beyrouth déchiré, c'est le Beyrouth de la guerre. Quand on est à l'étranger, c'est surtout ça qu'on voit. Puis après, on vous cite un exemple de coexistence, et quand on est à l'étranger, on ne sait pas combien cette coexistence est fragile. Alors, Nanette, ce que je voulais vous dire en fait, c'est exactement pour cela que j'ai entrepris ces 10 452 pas chaque jour. Malgré les saisons, malgré les années, c'est un projet qui a duré quand même entre 6 ou 7 ans. C'était une sorte de psychothérapie pour moi. C'était ma psychothérapie à moi personnelle, envers mes racines et envers moi-même. Et c'est dans la rue, c'est avec le contact avec le sol, le contact avec cette architecture, le contact avec ces quartiers. Et c'est la seule manière, pour moi, que je pense évidente et unique pour une réconciliation. Parce que quand on est dans ce contact, je vais le nommer un peu charnel, c'est là où ce processus commence à avoir le jour. C'est là où on se rend compte que dans la rue, on est tous pareils, on s'adore. J'ai croisé des gens extraordinaires, personne ne demande quoi que ce soit. Et quoi qu'il arrive, tout le monde accourt envers... Mais ça, c'est parce que vous étiez armé d'une arme indestructible qui s'appelle l'art, avec un grand A. Oui. Sinon, j'imagine que Beyrouth, la rue de Beyrouth peut renvoyer aussi des tensions que vous avez dû aussi sentir quand vous n'êtes pas armé de votre caméra. Alors, les tensions qui existent, c'était toujours il y a deux sujets, je pense, à abolir, que ce soit dans la rue ou ailleurs. C'est la politique et c'est l'appartenance religieuse. Tant qu'on ne parle pas de ces deux sujets, tant qu'on s'exprime avec amour et tant qu'on exprime l'amour qu'on a envers l'autre sans jugement quelconque, à ce moment-là, on réalise que personne ne peut vous agresser. Ah, ça, c'est dans un monde idéal, sauf que c'est le sujet favori des Libanais, dans les salons et ailleurs, la politique et l'appartenance religieuse, même si, finalement, tout en étant cité comme exemple de coexistence, on n'en est peut-être pas l'exemple type, mais on a fait mieux que les autres en la matière. Exactement. Quelque part. Exactement. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est 18 communautés religieuses inscrites, ça c'est à part celles qui ne sont pas inscrites, et que quand même c'est pas mal ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Ah, moi je trouve que notre situation relève du miracle, hein, si vous voulez mon avis. Je ne sais pas comment ce pays fait pour tenir debout, envers et contre tout, mais il le fait. C'est tant mieux pour nous d'ailleurs, c'est peut-être un peu dû à notre résilience, à notre faculté à nous adapter à toutes les situations. Peut-être un peu trop, hein, on est peut-être un peu trop passif de temps en temps, on prend le vental qui tourne, on a du mal à le faire se retourner, mais bon, ça aussi c'est pas facile tous les jours. Alors Beyrouth, tel que vous l'avez vu avec ces yeux-là, c'est un Beyrouth qui joue aussi les paradoxes et qui joue les contrastes. Vous avez fait se juxtaposer le Beyrouth d'hier avec le Beyrouth d'aujourd'hui, comme si vous aviez vécu vous-même ces blessures. Je les ai vécues en quelque sorte à distance, mais je les ai quand même vécues. Et c'était très important pour moi durant mon processus de dire que effectivement on a eu un hier, on a eu un passé, on a eu des blessures et qu'elles sont là, elles sont visibles partout quand on se balade dans Beyrouth, mais que malgré ça, on a cette force de se reconstruire, cette force d'aller de l'avant, cette force d'oubli qui est extraordinaire. Ça m'a beaucoup rappelé
Le moment où on donne vie ou à un bébé et que 1 heure après on a oublié toutes les souffrances et toute la douleur par laquelle on est passé, ça m'a rappelé cette femme que je suis, nos vulnérabilités en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Beyrouth m'a réconciliée même avec moi-même en tant que femme. Étant tous des êtres humains imparfaits, Beyrouth m'a montré que dans l'imperfection, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, de beau. Dans la laideur, il y a de la beauté. Dans la négativité, on peut trouver de la positivité. Dans l'obscurité, on peut trouver de la lumière. Aujourd'hui, je m'accepte en tant que femme et j'accepte toutes mes vulnérabilités grâce à ce projet que j'ai fait avec Beyrouth. Parce qu'en quelque sorte, j'ai senti que Beyrouth, c'était moi et j'étais devenue Beyrouth. Et donc, c'est extraordinaire. Vous êtes devenu le sujet est devenu vous. Et quelque part, c'est nécessaire dans une démarche artistique. Alors, il y a justement dans cette exposition de photographie une espèce de mélange, qui est le mélange aussi très béroutin, d'une amnésie thérapeutique, si j'ose dire, en même temps qu'un devoir de mémoire. Très important la mémoire. C'est très important la mémoire. Je suis convaincue que c'est de cette seule manière qu'on peut avancer. Être conscient et comprendre et aller de l'avant. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui, dans nos écoles, nous n'ayons pas de livres d'histoire qui racontent notre passé. C'était une façon pour moi de dire qu'on a eu un passé à ma manière, de le raconter à ma manière, mais de dire qu'en fin de compte, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Comme vous l'avez vu, et si jamais vous n'êtes pas venu à l'exposition, j'invite chacun à y venir. Il y a des messages sur nos murs, il y a des messages sur nos façades que j'ai traduits en œuvres d'art et en tableaux artistiques. Alors le lieu déjà est emblématique, ces façades elles-mêmes parlent. Oui. Quand on est à Beyrouth, et il y a toute la guerre qui vit à travers ces murs, et en même temps ce lieu qui dit moi, c'est l'art. J'ai opté pour l'art malgré mon passé. Et l'art, c'est l'avenir. Exactement. Et vous savez, Nanette, pour dépasser nos traumatismes, il faut y faire face. C'était pour moi une façon de dire à tout le monde, on revient, on se retrouve dans ce lieu pour faire face à nos traumatismes et à dépasser ce traumatisme, à l'effacer et aller vers un demain qui est vraiment meilleur. Alors, moi, je me suis arrêtée. Alors, évidemment, on est à la radio, c'est difficile de parler de photos, c'est pas comme à la télévision, mais on va essayer de décrire quand même 1 ou 2 photos. Une d'elles qui m'a quand même sauté aux yeux, parce que je me suis arrêtée à me demander si c'était un collage ou si c'était quelque chose que vous aviez fait vous-même. Et en fait, non, pas du tout. Les 2 bâtisses se juxtaposent. Elles se parlent, en fait. Il y a cette photo qui s'appelle Before and After, 2018. Donc, c'est une très vieille bâtisse en état de démolition, comme il y en a beaucoup dans Beyrouth. Une architecture tout à fait libanaise, très belle, comme celle qu'on essaie de sauvegarder. Face à elle, une maison libanaise aussi, restaurée, au goût du jour, toute belle. Et en même temps, on se dit, mais c'est pas possible, elles sont pas l'une en face de l'autre. Elles sont l'une en face de l'autre. Elles sont effectivement l'une en face de l'autre. Vous avez choisi une couleur pour la deuxième. Et la couleur, c'est la vraie couleur. Ah, c'est la vraie couleur. C'est la vraie Parce couleur. que j'avais eu un doute à un moment donné. Je me suis dit, est-ce que c'est la vraie couleur? Ça semblerait tout à fait plausible, mais oui, c'est la vraie couleur. Alors. C'est la vraie couleur. Et en fait, j'invite chacun d'entre vous à descendre, à vous balader, parce que ce que vous voyez... C'est dans Saifi, ça, non? C'est dans Saifi. Oui. Et beaucoup de gens ont eu cette même réaction que vous. Ils ont dit, mais on n'a jamais remarqué que... moi, j'habite juste en face et je ne sais pas exactement où il est, cet immeuble. Il va falloir que je regarde un peu plus grand. Et c'est là où il faut regarder le détail. Tout est dans le détail, tout est dans l'attention de l'autre. Donc, quand on est dans l'attention de l'autre, on voit beaucoup de choses que, au quotidien, nous passent outre et on les remarque même pas, on les voit même pas passer. Et c'est là où, quand on se pose, quand on observe, quand on regarde et quand on transmet cette émotion qu'on a ressentie, à ce moment-là, on peut y arriver. Alors, parlez-moi de l'émotion que vous avez ressentie
quand vous avez fait une photo du bâtiment de l'électricité du Liban, par exemple. Non, mais c'est vrai, c'est souvent photographié par les architectes. C'est souvent photographié par les architectes et je l'ai photographié en plan très serré. Cette électricité qui, comme vous voyez, nous rappelle un peu de ces bâtiments en Chine. Pour ceux qui connaissent un peu la Chine, cette extraordinaire masse qui est devant nous et qui est cette électricité du Liban et pour laquelle on porte parfois beaucoup de jugement et de rancœur. Là, j'ai montré l'électricité dans sa vulnérabilité et j'ai voulu montrer aussi, j'ai voulu donner un clin d'œil à ce bâtiment qui est là, qui existe, qui fait que parfois quand on se balade en plein jour, on a les lumières qui sont encore allumées et que parfois on se balade en pleine nuit et que tout est éteint et on ne comprend rien. On n'a pas d'électricité au Et Liban, on n'a voyons. pas d'électricité et voilà, donc il faut qu'il y ait quelque chose et c'était pour moi un message. Un message comme un autre. Mais l'architecture en tant que telle ne vous inspire pas quelque chose de particulier outre mesure? Non, c'était un clin d'œil par rapport au fait qu'on ait des problèmes avec l'électricité au Liban. Par contre, si je veux parler d'une autre photo, là, je pense que vous avez de ressentir une émotion assez particulière. Et là, il s'agit de la station de train. Ce train qui n'existe plus, dont on a souvent parlé, à tort ou à raison. On a parlé de corruption aussi liée à cette histoire de train qu'on devait réhabiliter. Ce train, quand même, quand on le regarde, c'est vraiment un vestige du passé. Et un vestige du passé, on a l'impression que sur ce train-là, on est obligé de mettre une grande croix, comme quelque chose qu'on ne peut pas ressusciter. On ne pourra jamais ressusciter la station du train. Et quand je me suis faufilée dans cette station, je l'ai vécu comme un voyage dans le passé. J'ai imaginé tous ces départs, j'ai imaginé toutes ces arrivées, tous les gens qui étaient là, qui pleuraient en voyant un être partir, et les autres qui étaient heureux en voyant d'autres arriver. J'ai vécu comme un conte, comme un film, ce moment du passé que j'ai savouré pendant des heures. Et je me suis arrêtée sur ce cimetière, sur ces machines, sur ces murs qui étaient extraordinaires, avec ce présent dans les liasses, dans les plantes, dans les fleurs qui sont un peu partout. Et j'ai vécu ça, en fait, non pas comme une mort, mais comme une vie, parce que la végétation, elle est partout. Et ces trains sont là, et ils sont c'est des œuvres d'art en tant que telles. Et donc, les émotions étaient vraiment très, très fortes. Beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse aussi, mais c'était de très belles émotions. Alors évidemment, il y a un des premiers messages aussi que nous avions évoqué, il y a les religions, il y a souvent des églises face à des mosquées que vous photographiez, et puis il y a ça aussi qui est une réalité dure du quotidien de Beyrouth et du Liban en règle générale. Il y a cette photo du Saint-Georges avec la statue de Rafi Hariri juste en face qui s'appelle The One or the Other. Et là, j'imagine que c'était un peu plus compliqué, non? Là, c'était plus compliqué. Malheureusement, beaucoup de personnalités politiques ont pris cette photo comme une provocation. C'était pas le but du tout. Une provocation? Oui. Bon, pourquoi? Et c'était pas le but du tout. La statue n'est pas là, l'hôtel n'est pas là? Et donc, mon but avec cette photo, si vous avez la chance de la voir, si vous visitez l'expo, c'était plutôt un message de cohabitation, de tolérance, de pardon. On connaît toute l'histoire de Rafi Hariri avec le Saint-Georges. On connaît tous ce conflit qui est né entre eux. Mais pour moi, c'était un message qui disait qu'en fin de compte, le destin et la vie a voulu que notre cher Rafi Hariri soit décédé juste en face du Saint-Georges. Et donc, comme si on veut aller dans un microcosme et rentrer dans une maison, dans n'importe quelle maison, il y a des conflits, il y a un manque de communication. Et en fin de compte, on reste
ensemble dans cette maison, on vit ensemble, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec nos enfants. Le message était que Rafiq Hariri, chaque matin, se réveille en face du Saint-Georges et le Saint-Georges, chaque soir, se couche à côté de Rafiq Hariri. Et que, comme un lien indissoluble. Exactement. Et même si parfois les excuses ne sont pas verbalisées, il faut savoir pardonner et il faut savoir être ensemble et vivre ensemble. Alors on va aller du côté de la Corniche, qui appartient, elle, à tout le monde, sans distinction aucune, qui est souvent synonyme de loisirs, de promenade, d'air pur, si on peut encore appeler ça air pur. Mais bon, c'est le poumon de Beyrouth, si j'ose dire. Les gens vont là-bas pour vivre des moments qui les détendent, a priori. Alors cette corniche, vous voulez approprier aussi avec des couleurs très particulières. Tout à fait. La corniche, c'était la fin de cet itinéraire. J'avais décidé de toujours finir sur la corniche, sur la Méditerranée, sur l'autre côté de la Méditerranée. Comme je vous ai dit au début de notre conversation, je suis née à Alicante, devant la Méditerranée. Chaque fois que maman nous emmenait jouer en bord de mer et que je voyais la Méditerranée devant moi, que je lui disais pourquoi est-ce que je ne suis pas à Beyrouth, elle me disait mais ne t'inquiète pas, on rentrera un jour à Beyrouth. Et puis tu sais, Beyrouth, elle n'est pas très bien loin d'ici. Elle est de l'autre côté de l'horizon, elle est de l'autre côté de la Méditerranée. Vous imaginiez peut-être qu'en traversant cette petite mer devant vous, vous y seriez. Exactement. Mais ce n'était pas le cas tout à fait. C'était pas le cas. Donc être là aujourd'hui, être devant l'autre côté de la Méditerranée, voir ces pêcheurs qui pêchent non pas pour avoir du poisson à vendre, mais pour se retrouver, pour méditer, pour être face à eux-mêmes, à l'immensité, à leur solitude, à leur réflexion, de voir aussi ce melting pot de gens qui sont toutes religions confondues, qui sont tout statut social confondu, être ensemble, se balader ensemble, ces enfants, l'insouciance, c'était très fort pour moi. Alors cette Méditerranée dont vous parlez, c'est aussi ce lien entre votre pays d'adoption et votre pays natal. Quel regard vous lui portez aujourd'hui avec tous les sévices qu'elle subit ? Alors, la Méditerranée, pour moi, aujourd'hui, elle est à un stade où elle est vraiment meurtrie. Il faut que... Et d'ailleurs, vous verrez dans beaucoup de photos, j'ai montré cette pollution, cette maladie qui est en train de bouffer notre Méditerranée. Effectivement, avec des photos pleines d'espoir et pleines de beauté, mais la réalité est là. Et donc c'est un message, c'est un cri du cœur qui dit et qui va vers toutes ces générations à venir et tous ceux qui sont là pour avoir une solidarité face à elles, pour vous dire qu'il faut arrêter, qu'il faut faire quelque chose. Et j'espère que ça pourra être compris comme cela. Alors cette exposition, on ne va pas parler des presque 100 photos, il y en a 100, non ? Exactement, presque 100. Je ne vais pas vous faire parler des 100 photos, sinon on y serait jusqu'à dans une semaine. S'accompagne d'un livre. Oui. Un très beau livre, puisqu'il y a toutes les photos dedans ? Oui, toutes les photos et plus. Et plus. Alors, c'est un livre qui est aux éditions Norma et je crois qu'il y a des textes de Pascal de Thorel qui est la commissaire de cette exposition notamment. Alors, vous avez fait cette rencontre avec Pascal comment ? Alors, ma rencontre avec Pascal est aussi une rencontre très émotionnelle parce que le lieu où l'on s'est rencontrés s'appelle la Villa Clara. C'est plus qu'une boutique hôtel pour moi, c'est plus qu'un restaurant. C'est de l'architecture pure. C'est de l'architecture pure, c'est un bâtiment qui est de 1920. Les owners de l'hôtel, Marie-Hélène et Olivier, sont des êtres humains extraordinaires. À la Villa Clara, on fait des rencontres d'une vie. Ce n'est pas les rencontres autour d'un dîner mondain le soir. Et Pascal Le Thorel fait partie de cette rencontre. Je l'ai rencontré à la Villa Clara, on a échangé, on s'est revus.
et on s'est donné la main pour aboutir à ce projet. Qu'est-ce qui l'a tout de suite intéressé dans ce projet? Alors, elle a trouvé que ma démarche artistique était... c'est très difficile déjà de parler pour elle. Oui. Elle devait être là, mais j'aurais aimé qu'elle le dise. Elle n'a pas pu. Voilà. Oui, et donc elle a trouvé que c'était extraordinaire quand même que je veuille montrer une image présente, réelle et positive de Beyrouth. Elle, étant française et vivant à l'étranger, les images qu'elle avait et les échos qu'elle avait de Beyrouth, c'était toujours des échos négatifs, des images négatives de guerre, de problèmes, de situations politiques, de poubelles, de pollution. Et puis, elle a trouvé ça extraordinaire. Elle a beaucoup aimé ma sensibilité, les émotions que je dégage dans chaque photo, le fait que quand on voit mes tableaux, on ne voit pas que de l'art, mais on voit des émotions. J'ai cette chance, j'ai ce don que vraiment je remercie le ciel de l'avoir. C'est souvent on dit des émotions, les sentiments, on les ressent. J'ai cette chance de pouvoir voir les émotions, de pouvoir voir les sentiments et de pouvoir les faire partager. Oui, c'est un grand don, ça, de pouvoir les faire partager surtout. Alors, c'est une exposition qui certes intéresse les Libanais, mais qui pourrait beaucoup intéresser l'étranger. Est-ce qu'elle est amenée à voyager? Alors, elle est amenée à voyager, effectivement. On va faire en sorte que... Nous savons tous que la communauté libanaise, elle est énorme à l'extérieur. Oui, mais il n'y a pas que la communauté libanaise qui s'y intéresserait. Nous savons que la communauté libanaise, elle est énorme à l'extérieur. Nous savons que tous les étrangers du monde adorent Beyrouth. Pour eux, Beyrouth, c'est une ville qu'ils ont envie de découvrir, qu'ils ont envie d'apprivoiser. Et ceux qui sont venus sont repartis ou ne sont jamais repartis tellement ils sont tombés amoureux. Donc, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir à Beyrouth, nous, on leur amène Beyrouth chez eux. Et il y a quelque chose de prévu, des dates prévues, des pays prévus déjà? Déjà, le prochain, c'est la Jordanie. On sera en Jordanie pendant le mois d'avril-mai. Oui. Après ça, on a beaucoup d'autres destinations qu'on vous révélera au fur et à mesure. Il faudra venir m'en reparler. Oui. Fadia Ahmad, je vous remercie énormément d'être venue me parler de cette exposition qui s'intitule Beyrouth, qui est à Beth Beyrouth jusqu'au 20 octobre. Merci encore une fois. Allez partager ces photos, cette vision de Beyrouth. Elle vous fera très certainement plaisir parce qu'elle est très personnelle. Cette ville qui vous interpelle tous les jours, comme elle doit interpeller chacun d'entre nous par ses paradoxes, sa richesse et ses misères aussi. Vous retrouverez tout ça à Beyrouth de Fadia Ahmad. Merci encore une fois, Fadia Ahmad. Merci, Nana. Au revoir.